Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast flamand Le pourquoi du comment de la transformation digitale. Je m'appelle Kouiban Corina et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Sylvain Tillon, expert passionné de la tech et de la pédagogie, speaker TEDx, prof et formateur, parfois impertinent, mais aussi une personne qui parle énormément de l'échec. En fait, c'est comme ça que tu t'as présenté sur LinkedIn. Du coup, j'aurais pris quelques informations pour te faire une petite introduction. C'est gentil. Tu vas bien? Très bien, et toi? Confiné, mais tout va bien. Bon, c'est aussi une opportunité. On a plus de temps, par exemple, pour faire, ce type de format. Donc, c'est aussi une bonne, nouvelle. Tout à fait. Dans cet épisode, on va parler de l'échec et de son rôle dans la transformation digitale et plus globalement de son rôle dans le succès. C'est assez paradoxal, mais je pense que tu es la personne la plus indiquée de nous parler de ça. Est-ce que tu pourras effectivement nous te présenter et nous parler comment tu es arrivé à, aborder ce sujet de l'échec, écrire un livre et aussi des conférences sur la thématique? Bah, faut voir que c'était surtout une thérapie pour moi, hein, parce que j'ai créé ma première boîte il y a 17 ans, et j'ai fait des bijoux pour cheveux pendant 6 ans. Une aventure complètement folle. Alors je viens pas du tout de ce monde-là, que je vois pas les couleurs et que je comprends rien à la coiffure. Mais, c'était un challenge et je me suis dit qu'à l'époque, je risquais pas grand-chose d'essayer et que je pouvais apprendre beaucoup. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, sauf que j'ai aussi appris à me péter la gueule et ça fait mal. Donc j'ai aussi un peu appris l'humilité, parce que j'avais beau avoir à peu près tout réussi jusque-là, les études, les permis moto et voiture, j'avais une copine qui était très mignonne, enfin c'était cool. Bah, à ce moment-là, j'ai découvert que je pouvais tout perdre assez facilement et que j'avais beau travailler, le travail n'apportait pas toujours les résultats, souhaités. On peut travailler beaucoup quand on lance sa boîte et ça peut ne pas marcher malheureusement. Et la relation avec les juges et autres, commissaires, aux commissaires-priseurs et autres, c'est pas un grand souvenir. Mais, pour me sortir de cette spirale négative où, bah, du coup, ça se finit au tribunal avec des dettes et des procès. Heu, Ma copine qui m'a largué aussi parce que du coup, j'étais devenu chiant et un peu moins motivé et ambitieux qu'avant. C'est des copains qui avaient déjà planté des boîtes. Le fait d'en parler avec eux, ça m'a fait beaucoup de bien et l'autre truc, ça a été de créer un cours sur mon business plan qui avait gagné tous les concours à l'époque et pour autant, quand on avait un peu d'expérience, entre les lignes, on voyait les erreurs que j'allais faire. Mais sur le papier, le business plan était parfait. Sauf que, voilà, avec un peu de recul, on pouvait trouver ce qui allait mal se passer. Et j'ai fait un cours là-dessus pour du coup partager cette expérience et que les formés comprennent en fait ce que veut dire vraiment un business plan et sachent le lire, pour qu'ils sachent aussi l'écrire derrière. Mais voilà, j'ai réussi à me valoriser dans cet échec et à me rendre compte que j'étais peut-être pas si nul. Parce que vraiment, la question qu'on se pose quand on se plante, c'est qu'est-ce que je vais faire après et à quoi je sers et qu'est-ce que je sais faire. L'autre truc, c'est que j'ai trouvé du boulot aussi assez facilement, donc à retenir. Ce qui était cool, c'est que je suis allé chercher du travail et que c'était déjà, il y a 10 ans, valorisé. Tu as réussi à décrocher un taf, assez facilement. C'est ça qu'on peut en retenir? Bah, en fait, j'ai trouvé des boulots, mais j'ai pas osé y aller. J'ai recréé une boîte tout de suite derrière, en fait Et cette fois-ci? et j'ai fait alors à la base, c'était une société de communication pédagogique. On rédigeait des livres, des bandes dessinées, des livrets, pour les entreprises, pour les aider à mieux communiquer sur certains sujets complexes. Chaque mois, je voulais à partir de cette nouvelle boîte, je voulais me payer tous les jours, parce que je l'avais pas assez fait dans ma première. Et les charges de la boîte, en gros, combien de chiffre d'affaires fallait qu'on rentre et combien de marge brute fallait qu'on fasse pour survivre. Et j'avais mis dans mon calcul d'ailleurs 6 de résultat net, parce que je voulais montrer à ma banquière que j'étais capable d'avoir une boîte rentable. OK. C'est intéressant ce que tu dis, le fait que tu as calculé de te payer toi-même au début. Je sors légèrement du contexte, mais je ne sais pas si tu as lu le livre Père riche, père pauvre? Non, mais Voilà, franchement, il est génial parce que le mec, il dit grosso modo, le plus important, c'est de se payer soi-même en premier parce qu'après ça nous motive à payer les autres. Parce que si on fait l'inverse, on reste dans la foire d'empoigne qu'il appelle ça. Ouais, c'est très intéressant sa façon de raconter ça et je trouve assez, hem,
révélateur que toi, tu m'en parles aussi de ce fait-là, de se payer soi en premier et que, c'est grosso modo un garant qu'on pourra, avoir de la rentabilité et Mais même, il y a aussi un côté de motivation, hein, parce qu'au bout d'un moment, pas se payer, on n'a plus de vie sociale, on peut plus partir en week-end, on peut plus payer une bière et mmh, c'était cool, j'avais plein de copains très sympas, très généreux, mais j'en avais marre de pas pouvoir payer ma bière, quoi ouais, et j'avais qu'une envie, c'est de pouvoir payer ma bière le soir et de me dire: «Au moins je bosse et c'est pas pour rien». Bon mmh, après, c'est pas faisable dans tous les types d'entreprises, du coup, je partais sur une boîte, une société de service B2B où, si je bosse ouais, beaucoup, je suis payé beaucoup, si je bosse pas, je suis pas payé. ouais, Contrairement à la je boîte vois. d'avant qui était du produit B2C. Et là, bah, faut le concevoir, faut le faire fabriquer, faut le distribuer et potentiellement à la fin, il peut ne pas y avoir assez d'argent pour se payer, alors qu'on aura fait le travail quand même. Ouais, je vois et après c'était Tilki, c'est ça? Donc du coup, c'était SIDO d'abord, agence de conseil en pédagogie et 6 ans après, parce que comme ça commençait à bien marcher, je m'ennuyais un peu, je suis parti faire autre chose, effectivement. Toujours dans le changement, c'est bien ça. Ouais, après je voulais retrouver un côté produit parce que, et Tilki et en plus tech parce que ce qui me plaisait finalement, c'était de travailler avec des gens et de faire évoluer des gens et on me disait: «Le pire du pire à manager, ce sont les développeurs» OK, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer de travailler avec des développeurs, voir ce que ça donne» et finalement, c'est pas si pire. ça va. Ça va. Finalement ça tu as réussi à bien les manager. Bah, en fait, faut comprendre leur métier pour comprendre leurs problématiques. C'est pas qu'ils sont chiants, c'est juste que, c'est une façon de travailler différente d'un marketeur ou d'un Mmh. commercial, avec des rythmes différents et des délais différents. Et qu'il faut réussir à faire un pont entre les 2 métiers et ça peut très bien se passer. Ce sont des gens normaux, qui ont juste envie de faire les choses bien, mais qui ont pas envie de se faire insulter tous les jours parce que ça va pas assez vite. Et actuellement? Actuellement, en préparation de nouvelles activités, à nouveau un logiciel et aussi une école, une formation. Donc voilà les 2 métiers, mes 2 précédents métiers que je vais essayer de regrouper, dans 2 boîtes différentes. Mmh. Finalement, c'est tes passions, l'entrepreneuriat et aussi la formation, Tout à fait. de ce que je peux, voir par ici. Écoute, j'ai une question que j'avais pas prévue. Après, c'est pas très difficile, je te l'avoue. C'est une question que je pose, à tout le monde. Donc je suppose que tu as entendu parler de la transformation digitale. C'est un sujet qui déborde en ce moment sur les réseaux. Est-ce que tu as une définition, interprétée ou qui t'est propre à toi? Juste, Déjà, moi, j'ai du mal avec le mot transformation parce que c'est une évolution OK. avec du numérique où en fait c'est pas une transformation, c'est que le numérique est là et doit faire avec et c'est une partie prenante de l'entreprise aujourd'hui et on n'a pas vraiment le choix en fait. Mmh. Mais c'est pas une transformation dans le sens où il faut faire juste évoluer son métier avec ça pour gagner du temps, en récupérer les avantages, et accompagner ce changement. Mais voilà, c'est pour moi, c'est pas ni une révolution ni une transformation et c'est, Transition? simplement ouais, c'est une transition, OK. ouais, c'est une évolution numérique qu'on doit faire parce qu'aujourd'hui les clients le demandent, parce que les partenaires le demandent et que ça simplifie tellement la vie, qu'après moi, je sais pas pourquoi je suis un peu tombé dedans, gamin, parce que je suis feignant en fait et que le OK. numérique me faisait gagner du temps. Donc en fait, c'est pour ça que je m'y suis mis, parce que ça me faisait gagner beaucoup de temps sur les trucs que j'aimais pas faire. Ah ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. C'est vrai que ça nous aide aujourd'hui à aller plus vite et à faire des tâches qui, autrefois, c'était véritablement très, très, très chronophage. Donc, pour ce côté-là, c'est très intéressant d'utiliser, le numérique. Quand on voit, la vitesse à laquelle, on peut envoyer des fichiers, avoir une réponse immédiate, collaborer sur des fichiers ensemble, ouais, ça nous fait, économiser pas mal de temps, on va dire. Exactement. Si on revient, en fait, sur, l'échec et comment tu l'as vécu, est-ce que ton attitude face à l'échec a évolué avec le temps? Et si oui, de quelle manière, en fait? Non, parce que c'est toujours aussi horrible à vivre, parce qu'on n'y est jamais préparé et qu'il faut garder une certaine naïveté et toujours espérer que ça marchera quand même. Mmh.
Oui, parce que enfin, je trouve que la société a un peu évolué et on est moins stigmatisé quand on rate quelque chose Ouais, et qu'on nous aide plus à rebondir plus facilement. Après, ça reste un moment pas marrant à vivre, on se retrouve quand même assez seul. Il faut quand même réapprendre à se construire, parce qu'en fait, on met beaucoup de soi dans son entreprise, ouais. et du coup, on perd énormément. On perd tout. Enfin, on perd confiance en soi, on perd le sens, on perd son projet, on perd ses rêves, et derrière, c'est pas simple à reconstruire. Après c'est vrai qu'on a du mal à rencontrer quelqu'un qui aime véritablement perdre ou l'échec en soi, ou qui n'a pas peur de cet échec et pourtant, quand on lit les grandes, bibliographies des personnes qui ont eu du succès, on voit qu'ils ont un actif assez important en fait des pertes, des échecs, des peurs qui ont été, surmontées en fait. Il faut déjà regarder, bah, après c'est des grands exemples, mais Steve Jobs, il n'a pas construit du jour au lendemain son entreprise. Donc c'est quand même des étapes qui ont été franchies, des peurs qui ont été franchies, des échecs aussi. Je suppose que pour construire, Apple, ça a pas été du jour au lendemain et que les gens n'ont pas accepté du jour au lendemain. Donc ça fait partie en fait de comment on le prend et qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de cet échec-là. Parce que même apprendre à vélo, bah, voilà, c'est pas si facile les premières fois, bah, on tombe et c'est pas pour autant qu'on va renoncer parce que l'excitation elle est plus importante, on va dire, que le fait de tomber à chaque fois. Ouais, mais il y Donc a c'est erreur et échec. On va dire un échec à vélo, c'est tomber, de se faire un trauma crânien et de se retrouver 10 jours à l'hôpital. Derrière, avant de remonter sur un vélo, va falloir prendre son courage à 2 mains. Tomber du vélo, c'est une erreur, on en fait tous les jours, on se plante, on fait un mauvais choix stratégique, on fait un mauvais achat, on fait une mauvaise vente. L'échec, c'est un peu plus lourd que ça. Et, pour moi, c'est pire que de tomber d'un vélo, ou pire que de tomber d'une marche. On tombe de bien plus haut et parfois on a du mal à s'en relever. Euh, c'est, et après, je trouve ça humain que de mal vivre l'échec. Parce que si on arrive à l'accepter et se dire bah c'est pas grave, c'est qu'une boîte, je passe à celle d'après, c'est qu'on n'y a pas mis beaucoup de cœur dedans. Donc après, pourquoi pas, c'est une façon de voir les choses. Moi, je sais pas faire ça. Clairement, dans toutes mes boîtes, je me suis investi à 2000%. C'est peut-être ça qui fait que bah, certaines ont marché, parce que OK. j'ai tout donné pour que ça marche. Et quelles sont les étapes qui t'ont aidé grosso modo à te relever après un échec? Bah, le fait que ce soit de parler avec des gens qui avaient vécu ça, Ouais. d'en faire un cours et d'en faire un bouquin. Donc en fait, d'en parler, d'oser en parler et de pas garder ça Ça pour moi. ça a été, comme une sorte de thérapie, de parler avec d'autres et de parler avec soi-même entre guillemets en écrivant le livre. C'est exactement ça. Bah, d'abord, j'ai fait un blog où j'ai raconté toutes mes erreurs et Mmh. après j'en ai fait un livre, effectivement. Super. Est-ce qu'il y a 3 choses que tu as appris de l'échec et que tu aimerais, partager avec les experts comptables ou qui sont appliquées aux experts comptables? Bah, en fait, les quand on est dirigeant, on se ment beaucoup, on se voile la face, en fait. On veut pas voir les difficultés, on veut pas se dire que le mur est à 6 semaines. Et du coup, pour moi, il y a l'expert comptable a un rôle très important, pas seulement de faire le bilan et de le remettre 15 mois après l'activité, enfin 4 mois à la fin de l'activité, donc 16 mois après le démarrage du bilan. C'est plutôt d'être un peu plus au courant et au fait de ce qui se passe dans l'entreprise et d'aider le dirigeant à se mettre des vraies alertes. Parce qu'en fait, il existe pas mal de solutions auprès du tribunal de commerce où les juges sont plutôt assez ouverts, hein, ils sont là pour aider les dirigeants, mais comme un banquier, en fait, ils sont OK pour aider des dirigeants qui arrivent avec un peu d'anticipation. Si on arrive et qu'on a déjà plus d'argent sur le compte et qu'on a plein de dettes, bah, il reste plus grand-chose à part la liquidation. Alors que si on arrive plus tôt et qu'on a plein de prêts bancaires et qu'on galère à les rembourser,
on peut faire un mandat ad hoc. Quand on a plein de dettes fournisseurs, on peut faire un redressement judiciaire ou une sauvegarde. En fait, il existe pas mal de solutions qu'on ne connaît pas, qu'on n'apprend pas et qu'on n'a pas envie d'apprendre d'ailleurs. Mais pour moi, c'est justement le rôle d'expert comptable un peu neutre et voire un peu dur parfois que de dire aux dirigeants non, mais là, faut arrêter les conneries. Allez, enfin, faut mettre en place une solution. Faut pas attendre d'être dans le mur et faut pas d'attendre de planter votre boîte. Vous mettez trop en jeu et c'est dommage. C'est effectivement, assez important d'alerter ou le conseil parce que quand on crée la boîte, c'est pas évident. On connaît pas forcément tous les raccourcis, tous les normes, tout ce qu'il a en vigueur et là, il peut vraiment, aider l'entrepreneur, ça c'est sûr. Ouais, surtout qu'on veut pas en fait, hein, savoir. C'est des Mais choses qui sont pas très passionnantes, on va dire. Moi, quand personnellement, je sais que quand je me et j'ai pas encore une boîte, mais je sais que quand je dois faire des choses administratives, je procrastine à mort. Alors que d'habitude, je procrastine jamais, mais avec les choses administratives, je suis la pire, des citoyens, si je peux dire ça. Mais parce que c'est pas passionnant, en fait, c'est pas voilà, c'est pas trop intéressant, si je peux dire ça. bah, ouais, sauf que là, c'est la vie c'est l'avenir de sa boîte Mmh, qu'on joue, donc du coup, pour moi, il y a quand même un côté intéressant et après moi, il y a un côté technique et juridique qui me mmh, plaît, mais qui est effectivement pas simple. c'est vrai. Mais en tout cas, faut que quelqu'un nous aide à voir ça et à comprendre ça plus Mmh. vite, en fait. C'est ça qui est important et c'est là où l'expert comptable peut vraiment aider. Et l'expert comptable, il est là, il t'a aidé à cette étape-là? Quand toi, tu étais en difficulté? Est-ce qu'il a eu un rôle à jouer? Il aurait eu un rôle à jouer, après il a juste suivi son rôle de sortir les papiers qu'il fallait sortir. J'ai une avocate qui m'a énormément aidé, donc pareil aussi, faire un dossier de liquidation, c'est pas simple et vaut mieux éviter de faire des erreurs pour éviter les fautes de gestion ou autres interdictions de gérer. Parce que moi, il y avait aucune faute à trouver, mais bon après on peut mal remplir son dossier et faire une erreur. Donc moi l'avocate m'a beaucoup aidé et m'a même accompagné sur le procès que j'ai eu avec une banque derrière, donc j'avais été très content de cet accompagnement. Et et donc du coup, ouais, dans les 3 conseils, 3 choses que j'ai apprises, c'est que les dirigeants, ils se mentent et qu'ils veulent pas voir les choses et du coup, il faut que quelqu'un les aide à allumer les phares pour voir le mur qui est en face. Qu'en fait, il existe plein de solutions au tribunal de commerce qui sont plutôt très sympas, mais qu'il faut aller les voir en avance et qu'enfin, bah, l'entrepreneur, il est très, très seul dans son échec et qu'il faut, se rapprocher, bah, soit de gens qui ont déjà vécu ça, comme dans les associations 60 000 rebonds, hem, où ils accompagnent des dirigeants qui sont en situation d'échec, ou une autre, je me souviens plus du nom, et ou de copains qui ont vécu ça, ou l'expert comptable qu'on a vu d'autres et qui peut rassurer, qui peut montrer des exemples, qui peut montrer qu'on peut s'en sortir et qui peut valoriser tout ce qui a été fait. Voilà un peu les 3 conseils que je donnerais, ou en tout cas 3 choses que j'ai pu Super. apprendre. On va dire effectivement à nos clients, écoutez, il faut donner plus de conseils parce que les entrepreneurs, ils ont vraiment besoin. C'est Bah, de toute façon, sur le reste, le numérique fait bien le boulot, donc vaut mieux qu'ils se concentrent sur le ouais, conseil. c'est ça. Et si on considère effectivement l'expert comptable comme, le tout sachant, le conseiller de l'entrepreneur, comme celui qui peut faire accepter l'échec, Ouais. comment lui, il doit intégrer l'échec et faire face aux nouvelles technologies existantes comme, et s'aligner, à la transformation digitale, qui est en route. Bah, en fait, aujourd'hui, ces clients demandent du numérique pour, partager les fichiers, pour avoir des résultats plus rapides. Donc pour moi, cette évolution, elle est indispensable si le métier s'ils veulent pas faire mourir leur métier et pour autant, il y a un rôle de conseil et d'expertise qui est toujours indispensable et qui sera pas, remplacé par des robots ou par des logiciels en ligne et justement, c'est sur ces points d'alerte, c'est sur cet accompagnement, c'est sur les bons choix stratégiques et financiers à mettre en place, qu'on soit petite boîte ou grosse boîte, parce que l'expert comptable a un rôle ultra important. Après, dès qu'on grandit aussi un peu, hein, c'est tellement de techniques que moi je suis bien content d'avoir quelqu'un avec qui parler, que je peux appeler quand j'ai des sujets aussi bien perso que pro, parce que pareil, bah, au niveau patrimoine, il est perso et pro. Donc du coup, moi je suis très content d'avoir quelqu'un de physique et pour l'instant j'ai quelqu'un au téléphone. Après, ça n'empêche que je lui envoie tout par mail et que je le vois enfin, là on va se faire même à distance le point sur le bilan, mais normalement je le vois une fois par an. Non, je le vois 2 fois par an. Une fois lors du bilan pour en discuter
et faire les derniers ajustements, et une autre fois aux Nuits de Fourvière, où il m'invite à dîner, pendant les spectacles des Nuits de Fourvière avec d'autres clients, et c'est un super moment. Parce que justement, ça permet de rencontrer ses autres clients, de le voir dans un autre cadre et de discuter de plein de sujets, et généralement je ressors de ce dîner avec plein d'idées. Voilà. Ah bah, c'est très bien et sinon autrement vous restez en contact, par téléphone, Par par mail. mail, OK et pour le dépôt des pièces comptables et cetera, tu le fais, Tout par, Dropbox ou, OK. équivalent. Donc c'est quand même un expert comptable qui est pas mal digitalisé. C'est, Ouais, bah, de toute façon, moi, le papier, je sais pas faire, donc s'il acceptait pas mes mails et que je peux pas lui envoyer ma note de frais par mail, je suis perdu, quoi. bon. Donc il doit être quelqu'un qui va faciliter, la vie des personnes comme toi et moi, parce que voilà. Bon, toi, tu as beaucoup plus d'expérience, surtout dans le domaine de l'entreprise, mais je pense qu'en ce qui tient à la bureaucratie, on se rassemble, si je peux dire ça. J'imagine, oui. Merci, c'était vraiment, super gentil d'avoir, partagé ça franchement avec, avec moi, avec nous et c'était vraiment, super cool. J'espère qu'on va se rencontrer un jour, en direct, si je peux dire ça. Avec grand plaisir. Ce qu'on attend aujourd'hui de l'expert comptable est qu'il 1, il doit nous faciliter la vie. 2, il doit nous donner des conseils qui peuvent faire avancer notre business. En ce qui tient de l'échec et de son rôle dans la transformation digitale, il faut retenir que les personnes qui ont du succès, ils n'ont pas intérêt à leur échec. Ils se sont inspirés, ils ont appris pour devenir gagnants. Et ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, je vous remercie également de votre attention. N'hésitez pas de partager ce podcast, de vous abonner, de commenter et en nous donnant votre feedback. C'est extrêmement important. Je vous dis à la prochaine. Ciao.